Bonjour, je vais parler des épisodes 7, 8, 9 de Star Trek Discovery. Alors forcément, comme je récupère 3 épisodes d'affilée, je vais un peu aller vite sur les 2 épisodes et je pense que je vais un petit peu mélanger ce qui se passe dans les 2 épisodes. Alors, il y a Michael, je vais séparer comme ça l'intrigue principale avec Michael et tous les petits trucs à côté. Donc d'abord l'intrigue principale, Michael, qui va récupérer Spock sur Vulcain, qui est protégé auprès de sa mère et qui est devenu complètement fou. Bon là déjà il y a un truc qui est jamais expliqué, on le voit dans l'asile, on va le voir dans les souvenirs qu'il partage avec Burnham, on le voit dans l'asile, quand il s'enfuit, quand il met tout le monde KO, il est sain d'esprit. Il croyait être fou à cause des visions, mais il était sain d'esprit. Et là d'un coup il devient fou à cause des visions. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Parce que quand on le voit quitter l'asile, il est en pleine possession de ses facultés. Il parle normalement et tout. Il a réussi à s'enfuir, à se dissimuler, et maintenant on voit qu'il est complètement fou. À répéter les maximes de logique. Alors la logique est vraiment vue comme une religion. Hein. Il y a un truc avec la logique là dans ces épisodes qui, avec le truc de la logique, comment dire, voilà, la logique m'a abandonné, quoi, failed me, je sais plus comment dire en français, mais bref. Un truc un peu bizarre sur la gestion de la logique et Michael qui essaie de lui faire retrouver sa logique à travers un jeu d'échecs. Enfin, il y a une certaine logique, échec, logique, bon. Et, enfin, en plus, quand elle dit que ces mouvements correspondent pas à la logique, mais justement, dans un jeu d'échecs, c'est pas forcément logique de faire le mouvement le plus logique. Parce que ton adversaire sera au courant, en fait. Donc, justement, la logique, c'est plutôt d'introduire de l'aléatoire dans ton jeu, parce que sinon, pas de l'aléatoire. En tout cas, des choses peut-être non logiques, parce que sinon l'adversaire sait très précisément ce que tu fais, et voilà, c'est le principe des jeux d'ailleurs où on connaît les stratégies gagnantes. Quand les 2 joueurs connaissent la stratégie gagnante, bah, le jeu n'a strictement plus aucun intérêt, parce que ça devient un jeu de mémoire en fait. Enfin bref, peu importe. Donc comment est-ce qu'il est vraiment devenu fou? Enfin bref, il sort une série de chiffres. Et là aussi un détail, en fait il y a plein de petits détails comme ça qui sont énervants. Sa mère dit avoir tout testé pour ces chiffres, si c'était des coordonnées, des machins et tout. Par contre elle a pas testé des combinaisons de ces chiffres. Elle a tout testé, sauf des combinaisons différentes. Elle a pas essayé de les mettre à l'envers. Elle a pas essayé de toutes les combinaisons. En plus, avec les super calculateurs qu'ils ont, j'imagine, dans le futur, ils doivent pouvoir tester toutes les combinaisons et voir si ça correspond à quelque chose, en fait. Même, j'ai envie de dire, il y a plus de chances pour qu'une série de chiffres, même aléatoires, corresponde à quelque chose que rien. J'ai envie de dire, une série de chiffres qui vraiment ne correspondrait à rien, en soi, ça serait étonnant. En soi, une série de chiffres qui ne correspond à rien, c'est ça qui serait étonnant, plutôt que l'inverse en fait. C'est plutôt qu'il y a des risques que ça corresponde à trop de choses. Mais bref, voilà. Et c'est Burnham qui d'un coup a l'idée de génie de « Mais oui, on les met à l'envers !» Bien sûr. D'accord. Oui. Si tu veux. Alors je sais pas si c'est un truc de on passe de l'autre côté du miroir, du coup c'est un miroir, donc c'est à l'envers. Je sais pas si c'est ça qui la met sous la voie ou quoi. J'avoue, je suis pas trop sûr de ce truc-là. Enfin bref. Mais son père, comme il est quand même, c'est un Vulcain, donc il est pour la logique, la procédure. On voit qu'il a des émotions. Là, je trouve c'est même un petit peu trop forcé le moment où il a du sanglot dans sa voix sur je ne pourrais pas supporter de perdre mon fils et ma fille dans la même journée. Et donc il le livre à la section 31. Et là, le personnage de Georgiou, qui de toute façon commence depuis déjà plusieurs épisodes à être gentil, révèle à Burnham que la technologie va tuer Spock. Et elle la croit. Alors à ce moment-là, je me suis demandé si elle mentait. Et au final, jamais personne ne nous répond clairement à la question. Est-ce que vraiment la technologie allait tuer Spock? C'est sous-entendu, puisqu'ils répondent pas. Donc l'absence de réponse laisse sous-entendre, comme ils réfutent pas, ce manque de refus laisse sous-entendre que oui, c'était bien une technologie qui allait le tuer.
Bon, après, vu ce qu'on apprend, il y a une certaine logique à ce qu'ils aient à ce qu'ils s'inquiètent pas vraiment de la survie de Spock. Bref. Du coup, elle le libère. Alors finalement, s'enfuir de la section 31, c'est assez facile, hein. C'est censé être vraiment les opérations secrètes de Starfleet. C'est assez facile de s'enfuir, hein, finalement. Et c'est là qu'elle a l'idée d'utiliser les coordonnées. Ce qui l'a conduit sur Talos, qui est une planète qui vient apparemment des séries originales Star Trek. Donc, je crois me souvenir de l'épisode, mais parce que j'avais vu la série originale, j'ai vraiment vu très peu d'épisodes. C'est surtout Next Generation, dont j'en ai vu, j'ai pas tout vu, mais j'en ai vu pas mal. Mais pareil, il y en a peu qui me marquent vraiment. Bref, en tout cas, il rattache ça au personnage original de Pike et de Spock, du coup. Ce qui permet de rattacher ça à la timeline originelle. Et l'épisode laisse suggérer, puisque Spock et Burnham partagent leurs souvenirs. D'ailleurs, c'est une planète un peu à la Planet of the je fais un mélange. Planet of the Apes, la planète des singes. C'est un peu ça, puisque c'est des humains qui ont subi une guerre nucléaire et qui maintenant ont des crânes énormes et qui ont des pouvoirs psychiques, qui montent des illusions. C'est ce qui arrive dans la deuxième planète des singes, hein, c'est ça, hein, avec les humains qui ont des pouvoirs et qui essaient de faire fuir les singes. Bref. D'ailleurs, j'aime bien aussi le truc qui analyse tout, ils analysent l'atmosphère et tout. Il y a un truc que ne dit pas l'ordinateur, et moi c'est le seul truc que j'aurais demandé, puisqu'on me dit qu'il y a une guerre thermonucléaire, c'est quels sont les niveaux de radiation en fait sur la planète. C'est le seul truc que dit pas l'ordinateur, il me semble, ça m'a fait tiquer. C'est un détail insignifiant, mais bon. Et là, d'un coup, Spock il reprend ses esprits pour l'amener sur la planète. Alors les mecs sont capables quand même de créer des illusions pour cacher toute une planète. Donc c'est quand même assez puissant. Et donc ils partagent leurs souvenirs, et pour une raison assez mystérieuse, parce que ça va être pratique pour le scénario, pour le spectateur, ils veulent comme paiement revoir les souvenirs de Michael et lui faire revivre en plus. Donc c'est assez sadique. Bon, au final, c'est pour que le spectateur sache ce qui lui est arrivé. Et on voit donc, en tout cas, on voit à travers Spock. Donc on voit ce que lui croit. Il y aurait eu un truc, je pense, à creuser, peut-être encore plus, c'est si Spock est vraiment fou. On aurait pu essayer est-ce que Spock est fou ou pas? Justement, en essayant de montrer que ce dont il se souvient, c'est pas forcément ce qui est arrivé. C'est pas du tout la voie qu'ils ont empruntée, mais bon, voilà. Donc cet épisode-là, ce qui est pas mal, avec Spock qui révèle pas mal de choses sur le Red Angel, qui hélas, je pense, là il y a de plus en plus de preuves, alors peut-être que le retournement ça sera qu'on s'est trompé du début jusqu'à la fin, mais hélas je ne pense pas. Le Red Angel ça a quand même hachement l'air d'être Michael Burnham, puisque c'est une humaine, enfin c'est un humain, le Red Angel, qui est allé voir Spock en particulier et qui est revenu dans le temps pour sauver la vie de Michael. Ce qui d'ailleurs a l'air de signifier en tout cas que on suit une timeline alternative et que dans la vraie timeline, enfin la série originale, Michael est morte. Et c'est pour ça que Spock n'en parle jamais. C'est que oui, il a eu une demi-sœur, mais elle est morte. Quand elle s'est enfuie, elle est morte. Et là, pour le coup, il y a un truc qui m'a vraiment déçu dans cet épisode. Il y a vraiment qu'un truc qui m'a déçu. C'était la révélation finale de qu'a fait Michael à Spock. Je m'attendais à une trahison, un truc quand même qui allait faire un truc assez violent pour qu'elle imagine que même maintenant Spock ne lui pardonne pas. Juste, elle lui a balancé 3-4 banalités de t'es pas mon frère, de toute façon je t'aime pas. Même Spock dans le présent lui dit qu'il sait que c'était pour l'éloigner de lui, d'elle. Oui, que c'est pour l'éloigner lui d'elle. Même lui le sait. Et c'est évident, c'est grossier même. Même le Spock enfant aurait dû le comprendre. C'est grossier. Et c'est ça qu'elle a pas envie de revivre. C'est ça qui est si violent. Franchement, j'aurais préféré qu'il dise rien. Hein. J'aurais préféré qu'il laisse ça comme un mystère on sait pas ce qu'elle lui a fait, elle a pas envie d'en parler, Spock non plus. Et voilà, il y a un truc qu'ils veulent pas évoquer parce que c'est trop horrible. C'est juste ça. C'est juste 3-4 mots comme ça. Enfin, je veux dire, elle peut s'excuser et dire j'y pensais pas une seule seconde, tu sais, en fait. C'est décevant. Parce que le reste est pas mal. Et là, la révélation est nulle, en fait. C'est ça qui est con. C'est pas mal. Et d'ailleurs, mais c'est ce que je veux dire sur les 3 épisodes, c'est qu'il y a beaucoup de choses très bonnes. Surtout sur le dernier épisode, il y a des très bonnes choses. Et il y a plein de détails qui viennent tout gâcher.
Et du coup, à la fin, il retourne sur le Discovery. La section 31 se fait avoir. Alors, je suis pas sûr de comprendre exactement comment ça marche, puisque comment est-ce qu'ils ont pu téléporter des illusions? Mais bon, on peut dire que à la rigueur, peut-être que tout est une illusion, peut-être que même leur utilisation du téléporteur est une illusion. Donc voilà, peut-être que tout vraiment n'est qu'une illusion. Et bref, pendant ce temps, Spock et Burnham retournent dans le vaisseau de façon clandestine, ce qui leur permet de prendre de l'avance sur la section 31 et de disparaître. En plus, avec leur nouveau moteur, alors ils disent pas qu'ils l'utilisent, mais à la rigueur, voilà, ils peuvent se téléporter n'importe où dans la galaxie, voire dans l'univers. Donc voilà, ils peuvent échapper assez facilement à la section 31 maintenant, mais ils sont poursuivis par tout le monde. Et va arriver le dernier épisode. Sinon, en parallèle, il y a quelques petites choses intéressantes. Il y a Tyler et Pike. En gros, il y a Tyler et Pike, et ensuite, dans l'épisode suivant, il y a Tyler et Hugh. Donc, Tyler et Pike qui sont dans une tempête temporelle. D'ailleurs, il y a même Tilly qui évoque un peu la stupidité de ce qui se passe. C'est-à-dire, quand on met le mot time devant quelque chose, ça rend toujours plus cool. Et après, on voit Pike qui rajoute time devant je sais plus quoi. Et... c'est vrai que c'est plus cool. Mais voilà, c'est un peu le côté... Le temps, on sait que ça va être un peu n'importe quoi. Donc voilà, c'est... voilà. Restez avec nous. On sait que le temps, c'est un peu n'importe quoi. Et oui, hein, pareil... c'est un peu bizarre puisqu'on dit que le temps circule pas de la même manière. En même temps, eux vivent le temps de façon linéaire. Donc de toute façon, voilà, les temps altérés comme ça, c'est pas forcément facile à représenter. Et donc dans cette tempête, ils font face à leur propre sonde qui est renvoyée contre eux, qui est contrôlée par une IA, enfin apparemment qui a été modifiée, qui a l'air de posséder une IA et qui s'attaque à eux et qui veut pirater leur banque de données et qui pirate Airiam, qui va être le personnage principal du dernier épisode et vraiment le point le plus positif du dernier épisode. Avec le Brainiac, hein, c'est les trois yeux là, c'est les trois boules de lumière là, c'est Brainiac. Hein, je suis navré. C'est un mélange de Skynet et Brainiac de toute façon leur truc. Donc qui pirate Airiam pour avoir accès aux données du Discovery. Et on va découvrir ce qu'ils recherchent plus tard, ce qui est pas très logique. Et il crée un petit peu un lien avec Tyler qui est immédiatement démoli dans l'épisode suivant. Puisqu'ils ont des preuves que des transmissions étaient envoyées au secteur 31, ou à la section 31, je crois que c'est le secteur 31, peu importe, et tout de suite ils supposent que c'est Tyler. Bon, après, c'est pas absurde en soi, mais bon, c'est un peu con de faire un épisode où ils tissent des liens, et l'épisode d'après, non mais en fait je vous accuse, sans preuve, juste avec des suspicions, et je vous mets aux arrêts immédiatement. Ouais. Et Innocent jusqu'à preuve du contraire, vous connaissez ou pas? Non, parce qu'en plus, dans le dernier épisode, il parle des régulations de Starfleet sur les mines, que c'est interdit et tout. Oui, mais on était en guerre. Alors même en guerre, on salit nos principes. Ouais, je suis aussi à peu près sûr que vous avez des principes qui vous interdisent d'arrêter les gens que sur des présomptions. Je pense qu'il faut des preuves un peu plus concrètes. Mais bon, on va dire que peut-être, de toute façon, Airiam aurait été capable de créer toutes les preuves, je pense, contre Tyler. Admettons. Il y a le truc avec Tyler et Hugh, qui est pas mal finalement, parce que l'histoire de Hugh et Stamets, honnêtement, bof, voilà, ça m'intéresse pas des masses. Le personnage de Hugh, ce qu'il est en train de vivre, là, déjà, ça commence à un petit peu m'intriguer, justement cette idée que il a un nouveau corps. Déjà, il a vécu d'événements traumatiques. En plus, il a un nouveau corps. Il pourrait même se questionner. C'est dommage. Pour l'instant, c'est pas encore évoqué, mais il pourrait même se questionner. Est-ce que c'est vraiment lui? Puisque sa conscience a été transférée par Stamets. Donc déjà, est-ce que c'est vraiment sa conscience ou est-ce que sa conscience déjà a été altérée peut-être par la perception de Stamets? Est-ce que c'est vraiment sa conscience? Est-ce que c'est une version altérée de sa conscience? Est-ce que c'est sa conscience qui a été recréée à travers les pensées de Stamets? Je sais pas s'il va se poser ce genre de questions, mais ça pourrait être intéressant. C'est un peu des questions qu'on retrouve dans Ghost in the Shell ou dans Full Metal Alchemist aussi. Tiens, j'y pense quand Alphonse se demande si Edward n'a pas créé son âme. Mais ça pourrait être ça en fait. Est-ce que Stamets l'a pas recréé? Et même Stamets pourrait se poser la question. Et voilà, il y a la confrontation avec Hugh et Tyler.
Sinon j'y pense, oui, parce que dans cette scène il y a ça. Pendant ces 3 derniers épisodes, alors peut-être que j'avais pas constaté avant, mais il y a une gestion de la lumière qui rend honnêtement certaines des scènes pénibles à lire. Hein. Par moment, avec les rotations de caméra, parfois il y a de la lumière qui vraiment éblouit tout. C'est assez pénible. Et je m'en souviens dans la scène, il me semble, avec Tyler et You, il me semble qu'il y a ce genre d'effet à un moment. On les retrouve quand même pas mal de fois. C'est assez énervant. Au final, ça dérange pas, mais c'est vrai que ça m'a marqué. Alors peut-être qu'avant je les avais pas vus. Mais là, c'est plus des lens flares, quoi. C'est vraiment, par moments, c'est éblouissant. Parce que les lens flares, il y en a déjà pas mal, mais ça fait un petit moment que dans Star Trek, ils en foutent, hein, même de partout. Hein. Mais là, ça m'a dérangé un petit peu quand même. Donc voilà, Tyler, dans les 2 épisodes, tout ce qui était rattaché à lui, c'était plutôt sympa. Et enfin, je crois que j'ai rien oublié sur ces épisodes. Et enfin, le dernier épisode en date, avec Airiam. Le problème, la force et la faiblesse de l'épisode, c'est-à-dire que l'épisode tout seul pourrait être génial. Il y a quelques trucs qui viennent le gâcher à la fin. Le gros problème, c'est qu'il est centré sur Airiam. C'est ça qui le rend très bon, parce que le personnage d'Airiam a beaucoup de choses à exploiter. Mais le problème, c'est que on se fout complètement d'Airiam. Tout comme on se fout de la quasi-totalité du crew de Discovery. La plupart, on connaît même pas leur nom. Airiam, je ne connaissais pas son nom avant cet épisode. Même, je vais parler de la chef de la sécurité, la Nan. Je ne me souvenais plus de son nom avant cet épisode. Et je pense que honnêtement, je pense qu'elle était même pas là la moitié des épisodes de cette saison. Déjà, elle vient d'apparaître cette saison, elle était même pas là la moitié. Et Airiam, elle est de là depuis la saison 1. On l'a vu, enfin, elle a eu combien de lignes de dialogue? Combien de fois on a dit son nom dans la série? Moi, je croyais que c'était un robot. En plus, on la voit se faire pirater 2 épisodes avant, donc c'est un robot. Ah ben non, en fait, c'est un cyborg. Mais le truc, c'est que le problème, c'est que dès le début de l'épisode, on sait qu'elle a été piratée. Donc on sait que ça va mal finir pour elle. On voit sa backstory, donc on sait que ça va très mal finir pour elle. Ça, c'est vraiment le death flag. Tu as la backstory du personnage que tu connais pas depuis 1 saison et demie. Tu sais qu'il va lui arriver quelque chose. Peut-être pas mourir, mais tu sais que ça va très mal se passer pour ce personnage. Et là, en plus, quand tu sais qu'elle est piratée, tu te doutes qu'elle va mourir d'une façon ou d'une autre, et que la backstory, c'est juste là pour créer du drama. Alors qu'elle a une backstory intéressante, mais c'est rushé, du coup. C'est ça le truc. C'est à la fois, c'est la force de l'épisode, c'est Airiam, et la faiblesse, bah, c'est le fait que c'est Airiam, en fait, qu'on la connaît pas, qu'elle sort quasiment de nulle part, alors qu'elle était là depuis 1 saison et demie. C'est vraiment ça qui est dommage. Mais sinon, oui, le personnage en tant que tel est intéressant. C'est une cyborg qui a eu un accident avec son époux. Je sais plus si c'est pendant leur lune de miel ou en rentrant de leur lune de miel ou en y allant. Mais il me semble que c'était cette période-là pour rendre le truc encore plus horrible. C'était ça. Lui est mort et elle n'a pas vraiment survécu, mais suffisamment pour la robotiser, pour en faire un cyborg. Et comme c'est un cyborg, maintenant elle doit stocker une partie de ses souvenirs parce qu'elle peut pas se souvenir de tout. Ce qui leur pourrait créer quelque chose d'extrêmement intéressant sur le personnage. Mais bah c'est pas exploité parce que ça dure qu'un épisode. Et là, elle est piratée. Et du coup, maintenant, elle obéit à l'IA Control, qui est l'IA qui dirige le secteur 31 et qui bientôt va diriger tout Starfleet, puisque les admiraux du secteur 31 ont demandé. À la fin de l'épisode, on peut se demander justement si c'est eux qui ont demandé ou si c'est pas plutôt l'IA qui l'a demandé. Mais en tout cas, bref, la demande a émané que tout Starfleet obéisse maintenant à Control. Ce qui est évidemment fondamentalement débile. Personne dans cet univers n'a vu Terminator. Sérieusement. Personne. Parce que là c'est Skynet, hein, donc bref. Et elle utilise des hologrammes pour manipuler tout le monde en créant de fausses personnes et tout. Ce qui pourrait justifier peut-être qu'ils arrêtent d'utiliser des hologrammes. D'ailleurs, oui, un truc, parce qu'ils voient que c'est des hologrammes en testant la chaleur. Une caméra n'enregistre pas forcément le spectre de la chaleur. Enfin, les images qui sont capturées, il n'y a pas de raison que ça enregistre tous les spectres lumineux en fait. Donc il n'y a pas de raison que Saru réussisse à décrypter le truc et à voir la chaleur. Moi, vraiment, le truc auquel j'ai pensé, qui serait tellement évident parce que c'est ce qui est utilisé aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui la technologie, là, je sais plus comment ils appellent ça, c'est un deep machin qui permet de se faire passer pour n'importe qui, c'est le visage de n'importe qui presque,
et même la voix de n'importe qui presque. Et comment on détecte les fraudes? Ben, en regardant tous les petits muscles du visage, en regardant aussi la distribution de la chaleur sous la peau, ce qu'un algorithme à l'heure actuelle n'est pas capable de faire. Même si je pense que à l'époque de Star Trek, l'IA serait certainement capable de le faire, mais bref, je pensais qu'il allait tester ça, de voir que les micro-mouvements et tout, que les émotions et tout, même pour un Vulcain, même un Vulcain a des émotions, hein, même s'il les cache bien. Tout le monde a des micro-mouvements, hein, même les Vulcains, j'en suis absolument persuadé. Je pensais qu'il allait tester ça pour voir que oui, c'est pas une humaine, qu'elle a pas de réaction humaine. Que là d'ailleurs, il teste le fait que dans ses émotions, quand elle a des émotions, quand on teste, quand on challenge son autorité, il n'y a pas d'augmentation de la température. Ce qui pourrait se voir aussi d'ailleurs avec le flot de sang sous la peau. Ça pourrait se voir comme ça. C'est un détail, hein, mais le truc c'est que cette technologie existe à l'heure actuelle. Hein. Alors pas les hologrammes, enfin si d'ailleurs les hologrammes ça existe à l'heure actuelle, mais la technologie pour se faire passer pour quelqu'un, ça existe à l'heure actuelle sans hologramme en plus. Hein. C'est pour ça d'ailleurs l'utilisation des hologrammes, ben non, on peut fabriquer des images et je suis à peu près sûr qu'une IA serait capable de le faire sans que ce soit détectable. Hein. Surtout, en plus si c'est Control si c'est à Control que vous envoyez les informations, bah Control vous dira que les images sont pas trafiquées. Parce qu'à la fin, elle dit les images de Spock, on a confirmation qu'elles sont pas trafiquées, mais qui a confirmé ça? Parce que si c'est Control qui a confirmé ça, c'est pas crédible. Bref, Starfleet est en train de se soumettre à Skynet, ce qui est assez débile, et Airiam sert comme intermédiaire, et c'est là où il y a un doute, c'est pas clair, c'est pas précisé, puisque Airiam a été piraté par le Control du futur. Vu que c'était la sonde qui a été envoyée dans le futur, apparemment, dans le truc temporel. Donc c'est le Control du futur qui a pris contrôle de Airiam. Ce qui serait logique, puisque quand le Discovery arrive, il se fait attaquer. Et quand Airiam réussit à envoyer un message, ils arrêtent. Parce que si Airiam était contrôlé par le contrôle du présent, il devrait savoir qu'elle est à bord du Discovery et qu'elle arrive avec les informations qu'il veut. Du coup, je pense qu'elle est contrôlée par le contrôle du futur, qui a vu l'opportunité de se servir d'elle pour accélérer sa croissance. Parce que pareil, à la fin de l'épisode, ils disent qu'il a besoin de ces données pour devenir conscient, parce qu'il a envie de devenir conscient. Mais s'il a envie de devenir conscient, c'est qu'il est déjà conscient. Si t'es pas conscient, tu ne peux pas avoir envie d'être conscient. Tu peux même pas savoir ce que ça veut dire d'être conscient si t'es pas conscient. Donc tu peux pas avoir de désir si t'es pas conscient. Donc là, il y a un truc un peu bizarre. Moi, tel que je le comprenais, mais à la fin, il parle de conscience. Moi, tel que je le comprenais, c'est que c'était pour accélérer sa croissance dans le passé, pour le rendre encore plus puissant. Pas pour le rendre conscient, qu'il était déjà conscient, justement, que c'était Skynet. Parce qu'il a tué ses créateurs. Donc, il est déjà conscient. Donc, il y a un truc un peu bizarre, là. Bon, après, Control qui contrôle toute la station. Ouais. Et qui ne tue pas ceux qui arrivent, parce qu'il a besoin que de Airiam, hein, il peut tuer les autres. Même une fois qu'ils sont à bord, il peut détruire le Discovery, il en a plus besoin. Donc, le Control a tué tout le monde dans la station, mais il est pas capable de les tuer eux. Sérieusement. Parce qu'il peut brouiller les D'ailleurs, il a même pas besoin de brouiller les téléporteurs, puisqu'on nous explique que ça bloque, comme c'est une ancienne prison, ça bloque les signaux de vie. Donc, normalement, tu peux pas téléporter les gens, voilà, donc il doit bloquer les signaux des téléporteurs de toute façon, donc il peut les tuer. Et même vu ce qu'ils lui font, vu qu'ils empêchent Airiam de transférer les données, pourquoi est-ce que Control les achève pas en fait? Et la discussion finale avec Michael pourrait être intéressante si il n'y avait pas Nan qui était en train de mourir à côté. Nan aussi qui sert à rien. Alors, Airiam a la question la plus suspecte possible et imaginable. Au fait, tes améliorations, c'est ça qui te permet de respirer notre oxygène, notre atmosphère, c'est ça? Oui. Intéressant. T'es maléfique? Franchement, c'est le premier truc qui vient à l'esprit, c'est, attends, tu serais pas maléfique, là? Tu serais pas contrôlé par une entité malfaisante? Et on voit que Nan, en plus, la suspecte, hein, qu'elle doute d'elle, et elle la voit en train de faire autre chose que ce qu'elle devrait faire à son poste, de tenir des propos bizarres avec Tilly et de faire autre chose à son poste, et elle dit rien. Elle va même pas voir ce qu'elle fait. Et quand ils sont dans la station, elle fait même pas de réflexion, de remarque. Franchement, j'ai cru dans la station
que Airiam allait attaquer Burnham, et que Nan allait réagir parce qu'elle était au courant qu'il y avait quelque chose de suspect, et que du coup elle serait capable de prendre la bonne réaction, la bonne décision au bon moment et de réagir correctement. Non, elle réagit pas. Et elle se fait défoncer en 10 secondes avec son truc AR là. Ok. Et du coup la discussion avec Burnham serait un peu plus de poids si Burnham juste se retournait vers sa collègue Nan, qui est en train de s'étouffer au sol, pour lui demander si ça va. Et, vu qu'elle répondrait non, lui mettre son truc pour qu'elle puisse survivre. Parce que là, Nan, elle est en train de s'étouffer et elle survit parce que elle a réussi à reprendre conscience, j'imagine, juste avant de mourir et à se remettre le truc. Sinon, elle serait morte. Hein. C'est donc merci Michael, hein, félicitations. Et c'est elle d'ailleurs qui achève Airiam. C'est pas Michael qui fait ça. Sinon, oui, évidemment, il y a l'arrivée de Spock. Spock qui me fait plaisir, et je pense qu'il fait plaisir à beaucoup de spectateurs, parce qu'il dit à Burnham un peu ses 4 vérités, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir Spock qui dit à Burnham ses 4 vérités de, voilà, tout ne tourne pas autour de toi. Tout n'est pas ta faute, tout n'est pas ta responsabilité, arrête de te donner autant d'importance. Il y a des choses autour, voilà. Par exemple, les extrémistes logiques, et d'ailleurs j'y pense en parlant d'extrémistes, de radicaux logiques, je sais plus comment ils les appellent. L'amiral qui dirige Control, c'est une extrémiste. Ils le disent eux-mêmes, ils en sont au courant eux-mêmes. Et personne n'a trouvé rien à redire à ça. De laisser une extrémiste au pouvoir. Sérieusement. En plus, au contrôle d'une IA, qui récolte toutes les informations de Starfleet et qui est censé prendre vos décisions pour vous. Personne n'a trouvé qu'il y avait peut-être un truc qui clochait là-dedans. Sérieusement, Starfleet. Vous êtes nuls. C'est pas possible. Bref, Spock donc sort les 4 vérités à Burnham, que s'ils en voulaient à sa famille, c'était pas à cause d'elle, c'était à cause de lui. Moitié humain, moitié vulcain, ce qui est tellement évident en fait. Évidemment qu'un enfant moitié vulcain, moitié humain est beaucoup plus fort et un symbole beaucoup plus dangereux pour des extrémistes logiques, donc qui veulent pas de mélange vulcain-humain, qu'un humain adopté par un vulcain. Évidemment que le mélange des 2 espèces dans un enfant est beaucoup plus, pour eux, beaucoup plus monstrueux qu'un humain élevé par un vulcain. Au contraire, j'ai envie de dire pour eux, au contraire, élever un humain comme un vulcain, ça devrait pas leur faire grand chose au final. Parce que c'est bien imposer les lois vulcaines à des humains. Donc ça devrait pas trop les déranger. Par contre, un vulcain à moitié humain, là, ça devrait les déranger beaucoup plus. Et du coup, oui, il ciblait sa famille à cause de lui, pas à cause d'elle. Donc voilà, il lui fait ces 4 vérités, que tout n'est pas de sa faute, que la mort de sa famille, elle peut culpabiliser autant qu'elle veut, mais c'est pas de sa faute. Voilà, qu'elle a pas tous les pouvoirs et tout. Mais à la fin de l'épisode, Airiam, qui en plus est assez dégueulasse comme dernière parole, lui dit que tout est de sa faute. C'est assez dégueulasse déjà de lui dire ça juste avant de mourir. Hein. Pour lui foutre de la culpabilité dessus, il n'y a pas mieux. Et voilà, tout est de ta faute, tout tourne autour de toi. Donc là, vraiment, la série nous dit que tout tourne autour d'elle, et comme je suis sûr que ça va être le Red Angel, littéralement, la timeline elle-même ne tourne qu'autour de Michael. Même Spock, qui a un lien particulier avec le Red Angel, au final, ça va être qu'il y a un lien avec sa sœur. Et au final, le plus important, c'est Burnham, c'est pas le reste. C'est ça qui est pénible. C'est vraiment ça qui est pénible. Si le personnage était juste... si l'intrigue ne tournait pas autour du personnage, pour une fois. La guerre contre les Klingons, c'est Burnham qui l'a déclenché. Donc toute la saison 1, c'est de la faute de Burnham. Alors qu'en plus, c'est pas elle qui a déclenché la guerre, faut arrêter le délire. Mais voilà, c'est elle, on considère que c'est elle qui a déclenché la guerre. Ensuite, toute la saison 2, apparemment le Red Angel, ça va être elle. Alors peut-être qu'on va nous surprendre, mais du coup, toute la saison 2, c'est aussi Michael. C'est bon, quoi. Et même, pourquoi est-ce que pour Control, Michael Burnham serait la plus importante? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait qui justifierait ça? C'est-à-dire que le contrôle du futur, si c'est vraiment Burnham qui est le Red Angel, pour le contrôle du futur, ça a un sens. Mais pour le contrôle du présent, qu'est-ce que ça peut lui faire, Michael Burnham? Et si tout est de la faute de Michael Burnham, si c'est le truc le plus important et tout, Control, il dirige encore la station, non? Donc il prend le contrôle de la station, il la tue.
Non? Ou c'est moi qui... Non? C'est pas ce qu'ils feraient? Ils peuvent pas? Pourquoi ils pourraient pas? Enfin voilà, pour moi c'est ça. C'est-à-dire que les 3 épisodes c'est plaisant. Il y a même des trucs vraiment très intéressants. Mais au final, il y a toujours plein de petits détails qui viennent polluer le truc. C'est dommage. C'est vraiment dommage. J'espère que je me trompe sur le Red Angel et que ça sera pas Michael Burnham. Mais bon, là, comme ils viennent littéralement de dire que tout tourne autour d'elle, je suis un petit peu inquiet. Spock, alors évidemment, ils nous ont fait un Spock qui est pas du tout dans la logique. Après, comme je dis, de toute façon, je j'ai pas trop regardé la série originelle. J'ai vu les films originels, mais la série pas trop. Mais c'est vrai que c'est plutôt le Spock des films récents. C'est-à-dire que c'est le Spock vraiment qui est plein d'émotions, qui a l'air énervé en permanence. C'est vraiment ce Spock-là. C'est pas, on n'a pas vraiment l'impression d'avoir un Vulcain qui est plein de logique et tout. Non, non. Là, on a quelqu'un qui, d'ailleurs, il le dit lui-même, hein, je suis énervé. Point. Je sais même pas contre quoi, c'est je suis énervé. C'est Zuko en fait. C'est Zuko d'Avatar. C'est je suis énervé contre tout le monde, contre moi-même, contre machin. Bon, on verra où tout ça mène, on verra qui est le Red Angel, même si je suis quasiment sûr de ma réponse. On peut toujours espérer que ce soit autre chose, et que ce soit vraiment une fausse piste, mais le Red Angel est venu aider, par exemple, Saru. Le Red Angel est venu parler à Spock. Maintenant, Control nous dit que tout est de la faute de Burnham, tout tourne autour d'elle. Ça fait quand même beaucoup d'indices. Bref, sur ce, au revoir.